Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault, Elon Musk. Ces milliardaires ne gèrent pas leur argent eux-mêmes, ils créent un family office qui s'en occupe pour eux. Un family office, c'est une entité qui vise à détenir et à contrôler l'argent d'une famille. On parle de single family office quand c'est une énorme fortune, par exemple un milliardaire, et de multifamily office quand plusieurs familles s'associent pour mutualiser la structure et donc les coûts. Et là, vous allez vous dire, cette vidéo n'est pas faite pour moi puisqu'a priori, je ne suis pas milliardaire. Eh bien, détrompez-vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment investissent les grandes familles et comment vous allez pouvoir appliquer des concepts similaires sans avoir de family office ni même de fortune. Bonjour, je suis Mounir, le cofondateur de Finari. Finari, c'est une application qui permet à plus de 350 000 investisseurs de suivre leur patrimoine, gérer leur budget, investir en crypto et aussi s'éduquer aux finances personnelles. Avant de vous expliquer comment vous allez pouvoir investir comme un milliardaire, on va regarder comment fonctionne leur fameux family office. Il faut imaginer un family office comme une petite entreprise qui va s'occuper de gérer tous les aspects liés au patrimoine, l'organisation, l'optimisation de la fiscalité mais aussi de la transmission, la gestion de la gouvernance puisque ces grandes familles ou ces grandes fortunes détiennent souvent des titres, ils doivent voter, donc décider ce qu'ils votent pour ou contre certaines décisions et ce sur tous les aspects d'une grande fortune, son patrimoine personnel, ce qu'il détient en direct et son patrimoine professionnel, par exemple les entreprises dont il va être actionnaire. Pour cela, un family office dispose de plusieurs profils. Typiquement, il y a ce qu'on appelle des family officers qui vont faire la gestion courante, mais aussi la gestion financière. Il y a des ingénieurs patrimoniaux qui vont s'occuper de structurer les sociétés, créer des SCI, créer des holdings, travailler avec des notaires pour faire, par exemple, des clauses de démembrement. Et enfin, il y a tout un tas de gérants qui vont graviter autour, qui ne vont pas être forcément dans l'équipe, mais qui vont être dans des banques privées. Et donc, les différents family officers vont interagir avec eux. Le but du family office, c'est vraiment de tout gérer pour la grande fortune, pour que celle-ci n'ait absolument rien à faire si ce n'est prendre son jet privé pour faire le tour du monde. Ça, c'est le contenant. Regardons maintenant le contenu. Et pour ça, on s'est basé sur une étude qui a analysé plus de 320 allocations de family office à travers le monde. Et le résultat, vous allez voir, est assez différent de ce qu'on peut trouver dans mes analyses de patrimoine. Alors, si on regarde dans le détail, on voit déjà qu'il y a deux grandes masses qui se dégagent. 58% d'actifs dits traditionnels, et vous allez voir ce que ça englobe, et 42% d'actifs alternatifs. Et quand on dit alternatif, on veut dire moins liquide et plus risqué. Si on regarde le détail des actifs alternatifs, on voit que 22% vont au private equity, c'est-à-dire l'investissement dans des sociétés non cotées. Généralement, pour faire du private equity, on ne va pas acheter des sociétés en direct, mais on va investir dans des fonds. Il y a par exemple KKR, Equity, Euraseo. Il y en a énormément qui font ça en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi en Asie. Ces fonds ont une particularité, c'est que pour investir dans les meilleurs fonds, il faut avoir des très gros patrimoines puisque les tickets sont extrêmement élevés. Il faut savoir que pour rentrer dans un fonds de private equity, un FCPI, il faut à minima investir 100 000 €, mais en réalité, les plus gros fonds demandent des tickets de plus d'1 million d'euros ou alors ne proposent même pas à des investisseurs qui n'ont pas investi dans des fonds précédents de rentrer. Donc c'est extrêmement sélectif. Les grandes fortunes adorent le private equity puisque les meilleurs fonds, ce qu'on appelle le top quartile, arrivent à avoir des TRI, des taux de rendement internes, de plus de 20%. Donc c'est vraiment énorme. Ensuite, on retrouve l'immobilier, l'investissement préféré des Français. Et là, vous voyez que c'est assez intéressant. On ne peut pas avoir 50 maisons différentes. Enfin, si on peut, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, quand on a une grande fortune, on a évidemment une résidence principale, on a peut-être des résidences secondaires, mais au final, ça ne représente pas grand-chose parce que l'immobilier, c'est complexe à gérer, c'est lent et c'est très localisé dans un pays. Il y a énormément d'impôts qui sont attachés à ça. Donc, forcément, c'est un investissement qui a sa place, mais qui a quand même une taille relativement limitée. Ensuite, on retrouve les hedge funds qui portent leur nom de par leur principe de couverture. Hedging, ça veut dire se couvrir. Et l'objectif du hedge fund, c'est d'être anticyclique et donc de réussir à performer quand le marché ne performe pas. Vous savez que j'adore taper sur les frais. Les hedge funds sont des maîtres lorsqu'il s'agit de facturer des choses. Leur modèle de base, c'est ce qu'on appelle le 220, 2% de frais fixes par an et 20% de frais sur la performance. Donc ça peut vite coûter très cher. Mais il faut savoir que les meilleurs gérants arrivent à faire des performances exceptionnelles. Il y a notamment Jim Simons qui est récemment décédé. Son fonds Rentec affichait une performance annualisée de 39,1%. Donc c'est tout simplement lunaire. Il y a peut-être d'autres noms qui vous parlent comme George Soros, mais aussi Ray Dalio avec son fonds Bridgewater. On a vu les actifs alternatifs, on passe à la partie traditionnelle et on commence par le plat de résistance,
les actions. Les actions, c'est 28% et on va trouver ici des fameux ETF, on va trouver ce qu'on appelle des titres vifs, c'est-à-dire des actions d'entreprise. On va aussi trouver des fonds actifs, puisqu'il y a peut-être un intérêt des fois à faire de la gestion active sur certains marchés. Et c'est une partie vraiment importante pour les grandes fortunes. Ensuite, et ça c'est vraiment une classe d'actifs qui est très à la mode en ce moment, ce qu'on appelle l'obligataire ou le fixed income en anglais. L'obligataire, c'est tout simplement souscrire à des titres de créances et de toucher des coupons de la part d'États comme la France ou l'Allemagne ou les États-Unis, ou alors d'entreprises. Et là, plus l'entreprise est risquée, plus vous allez être rémunéré. En ce moment, avec des taux d'intérêt des banques centrales élevés, les entreprises sont obligées de payer des gros coupons et donc il y a vraiment un gros engouement autour de cette classe d'actifs. D'ailleurs, si le sujet des obligations qui est extrêmement complexe vous intéresse, je vous mets le lien vers un talk avec un vrai gérant qui implémente des stratégies d'ailleurs pour des grandes fortunes. Vous verrez, il faut s'accrocher à sa chaise, mais vous aurez toutes les informations pour investir en obligations derrière. Et enfin, 10% de cash. Je parle souvent du matelas de sécurité. Bah voilà, les grandes fortunes ont aussi un matelas de sécurité, sauf que quand on a 100 millions de fortune et qu'on a 10 millions de cash, ça paraît énorme. Pourquoi elles font ça? Parce qu'elles veulent être réactives et pouvoir réagir à des mouvements de marché. Il faut savoir que la vraie force de ces investisseurs dits sophistiqués, c'est de pouvoir aller à contresens. On voyait que pendant le Covid, les grandes fortunes ont énormément acheté les titres quand ils ont vu que le marché avait baissé de 20 à 25%, là où les investisseurs particuliers étaient plutôt en train de fuir le marché. Et enfin, les derniers 5% sont un agrégat de plusieurs choses. On retrouve de la dette privée qui peut en fait s'apparenter à du private equity. On retrouve aussi des matières premières, les fameuses commodities. Et enfin, des choses comme de l'art ou des métaux précieux, des actifs beaucoup plus exotiques. Et vous voyez que même une grande fortune va allouer une toute petite partie de son patrimoine à ces classes d'actifs qui restent quand même très risquées et souvent moins rémunératrices ou en tout cas trop volatiles pour y aller plus. Et ça d'ailleurs pour moi c'est une vraie différence avec ce que je vois dans mes analyses de patrimoine. Comme vous voyez, on est sur une vraie allocation diversifiée. L'objectif, c'est d'aller chercher un maximum de performance tout en limitant la volatilité et donc les risques. Et donc, on va aller chercher à décorréler les classes d'actifs les unes des autres. Ces grandes fortunes sont quand même très concentrées sur les marchés développés. Pour cause, ces marchés développés comme les États-Unis ou l'Europe, ce sont les moteurs des marchés boursiers, mais aussi des marchés du private equity depuis très longtemps. Alors, vous allez peut-être vous demander quel est l'objectif d'une grande fortune lorsqu'elle implémente une allocation comme ça. C'est relativement simple. Quand on a un patrimoine de 100, 200, 500, 1 milliard d'euros, l'objectif n'est pas de devenir plus riche, mais bien de préserver son capital. Et préserver son capital, ça veut dire quoi? Ça veut dire battre l'inflation. C'est vraiment ça la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, c'est de transmettre ce patrimoine et de pouvoir en vivre. Donc, c'est là que l'ingénierie patrimoniale rentre en jeu. On va créer des structures, on va pas faire de l'évasion fiscale, mais en tout cas, on va toujours être sur la corde raide pour payer le moins d'impôts possible. Une fois l'allocation posée, le family office a deux choix. Il peut soit déléguer la gestion, et donc là, il va faire ce qu'on appelle un ou plusieurs mandats discrétionnaires. Concrètement, il va mandater une banque, qui va être une banque privée, pour gérer et implémenter une stratégie qui correspond à ses besoins. Les banques proposent plusieurs types de mandats, et donc c'est vraiment au choix du family office de choisir ce ou celui qui lui correspond le mieux. L'autre type de mandat, c'est le mandat conseil, et celui-là, il est réservé vraiment aux très grosses fortunes. Ici, c'est le client ou le family officer qui va prendre toutes les décisions avec l'appui du banquier. Il aura accès à la recherche de la banque, il aura accès à son expertise, il pourra rencontrer des dirigeants, mais c'est lui qui va décider in fine s'il veut acheter tel titre ou vendre tel ETF. Forcément, ça demande plus de travail à la banque, donc elle rechigne un peu à donner accès à ce type de mandat, à moins d'avoir un très gros montant à placer. Alors vous imaginez bien, pour implémenter une allocation comme ça, il faut ouvrir des comptes un peu partout, il faut avoir plusieurs banques, plusieurs courtiers, on est extrêmement diversifié, ça peut vite devenir compliqué de suivre tout ça au même endroit. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari, c'est pour vous permettre à vous aussi d'avoir une vue d'ensemble sur votre patrimoine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les grandes fortunes utilisent principalement des Excel pour suivre leurs petits investissements. Donc avec Finari, qui est 100% automatique, vous pouvez connecter plus de 20 000 établissements, dont des banques privées d'ailleurs. Vous suivez tout ça en temps réel, que ce soit de l'immobilier, de la dette, des métaux précieux, des cryptos. Vous avez la vision 360 en temps réel sur votre téléphone, sur web, et donc vous êtes quelque part mieux équipé qu'une grosse fortune, et ça, c'est quand même sympa. D'ailleurs, pour la petite histoire, dites-vous que certains family office utilisent Finari et qu'on nous demande à peu près
tous les jours des accès parce que eux aussi ont ce problème de suite patrimoine, mais à une échelle beaucoup plus grande. Alors certaines méga fortunes peuvent même faire du private equity en direct, puisque par exemple Bernard Arnault a un fonds dédié qui s'appelle L. Catterton. Avec ce fonds, il a pu racheter des entreprises comme Birkenstock, que vous avez peut-être déjà vu. Et ça, évidemment, ça lui permet de capter une encore plus grosse partie de la valeur créée, mais c'est réservé vraiment aux plus grosses fortunes. D'ailleurs, si vous vous intéressez au patrimoine et au parcours assez hallucinant de Bernard Arnault, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous remets le lien juste ici. Maintenant qu'on a vu comment investissaient les family office, on va regarder comment vous pouvez implémenter une stratégie très similaire à votre niveau en toute simplicité. On commence par la partie action, qui est d'ailleurs la plus grosse partie de nos chères grandes fortunes. Là, c'est pas très compliqué. Vous pouvez acheter via un compte titre, une assurance vie et ou un PEA, le MSCI World, le S&P 500, le MSCI Europe. Vous avez vraiment le choix pour vous exposer au marché développé sans payer énormément de frais. Il faut savoir que les grandes fortunes aiment détenir des titres vifs, donc des titres d'entreprise en direct, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez plutôt acheter des ETF pour limiter les frais de transaction et éviter l'effet stock picking. Vous savez, très dur de battre le marché, donc autant l'acheter dans sa globalité. Pour la partie obligataire, vous avez aussi deux options. Vous pouvez soit acheter les obligations en direct, et certains courtiers comme Trade Republic proposent maintenant des obligations fractionnées que vous pouvez détenir jusqu'à maturité afin d'empocher l'ensemble du yield. Il faut savoir que cela reste quand même une classe d'actifs relativement difficile à lire, donc allez-y seulement si vous avez les reins solides. L'autre possibilité, c'est d'acheter tout simplement des ETF qui vont se charger d'acheter certains types d'obligations en fonction d'un mandat. Et donc là, vous avez le choix entre ce qu'on appelle de l'investment grade, qui est vraiment la top qualité, ou alors du high yield ou du junk, qui sont des notations beaucoup plus basses et donc forcément qui amènent leur lot de risques, mais potentiellement aussi plus de performance. Les ETF obligataires connaissent vraiment un engouement très fort. J'en avais parlé avec BlackRock, le plus grand gérant d'actifs au monde. Si vous voulez revoir ce talk, c'est juste ici. Et enfin, la partie cash, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on ne le laisse surtout pas sur son compte en banque, on peut le mettre sur son livret A évidemment, ce qui est très simple, mais on peut faire des choses un peu plus techniques. On peut par exemple aller s'exposer à ce qu'on appelle l'Ester, c'est le taux le plus court sur la zone euro, c'est un taux overnight, donc d'une nuit à l'autre. En ce moment, il est aux alentours des 3,65% et donc vous pouvez toucher quand même ce rendement très sympa. Vous avez plusieurs options pour le faire, vous pouvez être rémunéré directement par votre courtier, par exemple Trade Republic le fait, mais aussi certaines banques comme Wise ou Revolut vous permettent d'aller chercher ce yield moins des frais de gestion généralement, donc vous allez être aux alentours des 3,40, 3,50. Vous pouvez aussi vous exposer à l'Ester via votre PEA. Il y a plusieurs fonds qui le proposent et ils ont tous des noms un peu ronflants de type Sérénité ou Stabilité. Et enfin, une autre option qui peut être intéressante en ce moment, c'est le fonds euro sur votre assurance vie. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des taux boostés qui montent à plus de 4% si vous ouvrez à certaines conditions ou si vous avez un certain pourcentage d'unités de compte. Donc ça peut être intéressant de regarder. Je vous mets un lien vers la communauté Finari pour que vous puissiez aller voir les comparatifs des meilleurs fonds euros. Allez, on passe aux actifs alternatifs et on va commencer par le private equity. Ici, ça va être très compliqué de rentrer dans les FCPI parce que, je vous l'ai dit, le ticket d'entrée est à 100 000 €, mais en réalité, les meilleurs fonds demandent bien plus. En plus, si vous êtes exposé à un fonds, vous avez quand même un risque assez important. Donc, normalement, il faudrait diversifier sur plusieurs fonds. Vous pouvez le faire via ce qu'on appelle un fund of fund, un fonds de fonds. Mais ici encore, vous prendrez plusieurs niveaux de frais, donc la performance sera largement diluée. Une alternative intéressante, ça va être d'aller acheter des FCPR via votre assurance vie ou votre PEA PME. Ici, vous pouvez faire ça via tous les grands courtiers. Le ticket d'entrée sera beaucoup plus bas puisque ça va de quelques centaines d'euros à 1000 €. Il faut savoir que les fonds qui sont disponibles sous forme de FCPR ne sont pas les meilleurs fonds, ne sont pas les fameux fonds auxquels vous accédez en mettant 100 000 €, voire plus, mais cela peut quand même être une alternative intéressante. Attention, sur ces fonds, il y a souvent des pénalités si vous sortez avant 5 ans, donc soyez bien conscient que c'est un investissement sur le long terme. Si vous voulez voir ce que votre assurance vie ou votre PEA propose en termes de private equity, vous allez sur leur site et vous allez filtrer dans la recherche sur FCPR ou private equity et là vous verrez les noms s'afficher. Côté immobilier, il y a évidemment plusieurs options. Vous pouvez acheter votre résidence principale, vous pouvez acheter des biens locatifs en direct ou vous pouvez acheter de la pierre papier. Ici, c'est la fameuse SCPI dont on a tant parlé. Je vous mets le lien vers deux talks où j'ai reçu deux gérants qui font partie des meilleurs en France, Quorum et Hiroko, qui ont des styles très différents, mais ça vous donnera un bon aperçu de ce qu'on peut faire. C'est des gens qui vont aller acheter de l'immobilier commercial, donc souvent des bureaux, des entrepôts, des crèches, des locaux commerciaux, et qui vont
vont vous verser des loyers, donc c'est des vrais revenus passifs. Évidemment, comme d'habitude, il n'y a rien sans rien, donc vous allez payer des frais et vous n'allez pas forcément toucher un rendement aussi élevé qu'en ayant un bien en direct. Alors côté hedge fund, ça va être relativement compliqué aussi d'aller s'exposer et pas forcément nécessaire. Une alternative qui peut être intéressante, ça va être d'acheter des ETF. Je vous mets le lien vers 2 ETF qui font ces stratégies-là. D'un côté, une stratégie long short et de l'autre, une stratégie parité de risque. Honnêtement, c'est pas vraiment nécessaire d'y aller, sauf si vous voulez vraiment aller vous exposer au hedge fund. Pour les 5% restants, vous avez plusieurs options. Vous pouvez aller acheter de l'or en physique, vous pouvez aller acheter de l'or en papier via des fameux ETF. Vous pouvez aussi acheter de l'art, encore une fois, de l'art fractionné en ligne, ou alors aller chez Draw acheter un petit tableau. Mais enfin, si vous voulez faire de la crypto, vous avez pléthore de choix. Évidemment, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais vous pouvez aussi investir via Finari. Le plus important en crypto, c'est que à la fin, vous ayez le contrôle sur vos clés privées. Donc pensez bien à acheter votre ledger si vous voulez les stocker. Il faut savoir que ces 5 derniers pourcents, c'est vraiment plus du plaisir que de l'investissement. Donc allez-y pour gagner de l'argent, mais faites-vous aussi un peu plaisir et allez sur les terrains qui vous passionnent. Et c'est généralement là qu'on fait les meilleurs deals parce qu'on va aller creuser et on va vraiment aller chercher les petites pépites. On a énormément parlé de la partie actif, mais il faut savoir que les grandes fortunes et les family office ont un petit joker dans leur poche côté passif, côté dette. Il s'appelle le crédit Lombard. Lombard parce que c'est les banquiers italiens qui l'ont inventé et c'est un crédit qui est vraiment intéressant parce qu'il vous permet d'emprunter en mettant en gage des actifs que vous détenez. Concrètement, vous avez un contrat d'assurance vie avec 100 millions d'euros dessus, comme beaucoup de gens dans ce monde. Vous décidez qu'il faut aller chercher de la dette. Au lieu de vendre des actifs, vous allez mettre en collatéral ce contrat. Vous ne vendez absolument rien et une banque va vous prêter en fonction des sous-jacents qui sont détenus dans ce contrat. Pour définir le montant qu'elle va vous prêter, la banque va regarder ce qu'on appelle la LTV, la loan to value. Et là, elle va en gros faire une analyse des risques. Moins c'est risqué, plus elle vous prête, plus c'est risqué, moins elle vous prête. Donc si vous mettez des actions, généralement la LTV sera aux alentours de 60%. Pour les obligations, ça peut monter à 80, voire 85, voire 90%. Et donc, en fonction de la composition de votre portefeuille, vous allez pouvoir emprunter un montant plus ou moins important. Côté taux d'intérêt, c'est assez facile. On va prendre le Ribor 3 mois, plus une marge de la banque. Et donc en ce moment, on va être entre 4 et 5%. Donc, il faut que le projet que vous allez financer rapporte à minima plus que ça, net de fiscalité. Et ça peut être assez difficile. Mais imaginez un peu, dans un monde où les taux d'intérêt ont été négatifs, et ça c'était un monde qui date d'il n'y a pas si longtemps. À l'époque, en gros, les taux étaient inférieurs à 0 et donc on payait simplement la marge de la banque, on va dire 1%. On mettait en gage son contrat, on empruntait à 1%. Vu qu'on était investi en actions sur son contrat et qu'on espérait un gain de 8%, on pouvait empocher la différence, à savoir 7 points, tout en vivant de ce fameux prêt Lombard. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait pas mal. Les grandes fortunes aiment financer leur train de vie à crédit puisqu'elles veulent être investies à 100% sur leurs actifs. Un Lombard dure généralement entre 2 et 5 ans et à la fin de l'opération, qui est un in fine, c'est-à-dire qu'on paye les intérêts, puis le dernier mois on rembourse aussi le capital, vous pouvez renouveler l'opération et donc quelque part faire un peu un cycle infini de Lombard. Alors il y a quand même un risque qui est associé puisque si vos actifs se déprécient fortement, la banque est en droit de vous demander d'ajouter du collatéral dans le contrat afin de garder la fameuse loan to value sur laquelle vous étiez mis d'accord. Il faut savoir que le Lombard, c'est pas que disponible en banque privée, vous pouvez le souscrire sur certaines banques en ligne avec votre contrat d'assurance vie et votre PEA. Attention néanmoins, sur certaines plateformes, les ETF ne sont pas pris en compte lorsqu'ils sont dans un PEA, ce qui est un peu dommage. Vous l'aurez compris, grâce à la technologie, il n'a jamais été aussi simple d'implémenter une stratégie qui est très proche de ce que peut faire une très grosse fortune. Alors évidemment, il faudra avoir plusieurs comptes, il faudra mettre un peu la main à la pâte parce que vous n'aurez pas votre family office pour vous aider, mais c'est tout à fait faisable et ça vous permettra d'avoir une allocation extrêmement diversifiée qui s'inspire des tout meilleurs. Gardez néanmoins en tête que le family office est là pour préserver la richesse. Si votre objectif c'est de développer votre patrimoine, il faudra faire une autre stratégie et ça, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de regarder les analyses de patrimoine pour vous inspirer de ce que font tous les membres de la communauté Finari. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Ciao.